Bonsoir à toutes et à tous. Merci de rester fidèles à Balafon Télévision. Au menu du grand plateau ce soir, l'affaire des faux décrets ou le clair-obscur d'une communication officielle. Plus de 2 semaines après ce qui est considéré par certains analystes comme une tentative de coup d'État, le gouvernement sort de son silence. Dans un communiqué daté du 30 juin 2026, le ministre de la Communication, porte-parole, René Emmanuel Sadi, dénonce une manœuvre frauduleuse visant à semer le trouble au sommet de l'État. Pour rappel, le 12 juin dernier, un individu s'est présenté dans les locaux du média d'État avec un pli fermé qui, selon le ministre, contenait un soi-disant décret présidentiel portant nomination du vice-président de la République. Les réseaux sociaux et les médias faisaient pourtant état de 2 décrets, mais il n'en était peut-être rien si l'on s'en tient à la sortie du ministre. Au demeurant, cette communication n'apporte aucun élément nouveau par rapport aux informations déjà connues du public. Qui était le porteur du pli ? Qui était le vice-président prétendu nommé? Ces questions et bien d'autres restent entières à la fin du communiqué. Que visait donc cette sortie si elle ne peut donner les réponses élémentaires, à savoir à qui profite le crime, pourquoi maintenant et pas avant? Y a-t-il un malaise au sommet de l'État qui crispe la communication et contrôle la parole? Pour en parler, nous recevrons dans la deuxième partie du Grand Plateau Alex Gustave Azebazé, journaliste senior et défenseur des droits humains. Tout de suite, place au journal. Encore des morts sur nos routes. 4 personnes ont perdu la vie et plusieurs dizaines d'autres ont été blessées dans un accident de la circulation à Fumbot dans le Noun. Le choc, qui implique un bus de transport interurbain reliant Fumban à Douala, s'est produit dans la nuit du 30 juin au 1er juin. La correspondance de Sidik Djinkou. 4 morts et 37 blessés, dont 11 conduits à l'hôpital régional de Bafoussam, sur le bilan provisoire d'un accident impliquant un bus de l'agence de voyage But 6, parti de Fumban pour Douala, avec une quarantaine de passagers à bord. Le véhicule s'est renversé au niveau de Baïgom, à 4 km de Fumbot. Le chauffeur, je vois comment la voiture est en train de balancer. C'est là où je me suis levé et attrapé la chaise. Et comme le chauffeur était aussi en allure, ou il somnolait, ou bien il avait bu, on ne sait pas. Moi, j'étais au milieu du bus. Quand je me suis rendu compte que le bus est en train de balancer, je me suis levé, j'ai attrapé la chaise. Dès qu'il me relève, je vois des cris de gauche à droite, les blessés, les bras coupés, les morts. J'avais la chaise d'épaule, je ne pouvais plus dire autrement. Celui-ci m'appelle au secours, je ne pouvais sauver personne. Toute la nuit, les riverains, appuyés par les forces de sécurité, ont participé aux opérations de secours rendues particulièrement difficiles par des circonstances de l'accident. Les blessés, les moins graves, ont été pris en charge à l'hôpital de district de Fumbot, tandis que les cas les plus critiques ont été transférés à l'hôpital régional de Bafoussam. En fait, nous sommes partis de Fumban aux environs de 22h30. Et juste après, en se rapprochant de Baïgon, je pense que j'étais un peu éveillé. On a juste constaté que le bus était en train de déraper. Et puis c'était le tonneau. Alors, moi j'ai même perdu connaissance. Les circonstances exactes de l'accident restent à établir. Selon plusieurs sources concordantes, la somnolence du chauffeur liée à un manque de repos serait l'une des pistes envisagées. Je me dis que le chauffeur avait sommeil ou bien il avait pris de l'alcool, on ne sait pas. Parce qu'il n'y avait rien qui empêchait le chauffeur de faire l'accident. Il n'y avait rien devant, rien. Donc, c'est la pluie qui est... Parce qu'il avait une légère pluie là. Il avait plu légèrement. C'est ça qui a fait glisser la voiture, on ne sait pas. Une enquête a été ouverte par le commissariat de sécurité publique de Fumbot.
Descente coup de poing dans les foyers criminogènes de Bafoussam, dans la région de l'Ouest. Du quartier Tungan à Gabambar, en passant par Doupé et Auberge, une vingtaine de personnes ont été interpellées avec des armes blanches, de la drogue et des motos utilisées lors de braquages. Le groupement territorial de gendarmerie a ainsi mené l'opération dans les premiers et deuxième arrondissements de la ville. Franck Durot à Sonken. Coup de filet, Nortune à Bafoussam. Le groupement territorial de la gendarmerie de la MIFI a investi plusieurs quartiers réputés criminogènes de la ville. Objectif affiché, renforcer la sécurité des personnes et de leurs biens. Tungan, Doupé, Gabamba et le secteur de l'Auberge ont été ciblés par les forces de défense et de sécurité. Au petit matin de l'opération, plusieurs présumés criminels ont été interpellés et conduits au groupement de gendarmerie territoriale. Et c'est pour cela que plusieurs quartiers ont été investis et des suspects ont été interpellés tels que vous avez pu le constater tout à l'heure, une vingtaine environ, et une importante quantité de drogue, notamment le chanvre indien, les cailloux comme ils appellent ça vulgairement, ainsi que quelques motocyclistes, du moins quelques motocyclettes qui sont utilisées par ces dealers pour écouler leurs produits. Le matériel saisi et présenté à la presse est conséquent, selon le lieutenant-colonel Tanfis Jean-Michel. Et il s'agit des jeunes fortement impliqués dans la consommation de la drogue et les agressions nocturnes. Le fait que c'est les vacances et que la criminalité avait tendance à reprendre un peu du poil de la bête, nous avons été instruits de prendre des mesures fermes pour que cette criminalité soit étouffée dans les meilleurs délais. Et agissant dans ce cadre, donc dans les journées du 25 et du 26, il y a d'importantes opérations coup de poing qui ont été menées dans la ville de Bafoussam et ses environs. En cette période des vacances scolaires, le groupement de gendarmerie territoriale annonce l'intensification des descentes dans les foyers dits criminogènes de la ville de Bafoussam. Et puis, viol sur mineur, un père condamné à 15 ans de prison ferme pour le viol de sa fille de 10 ans. Le verdict a été rendu hier, mardi, par le tribunal de grande instance du Fundi à Yaoundé. Une décision saluée par de nombreux observateurs alors que les cas de violence sexuelle sur mineurs se multiplient. À Bafoussam, cette condamnation est perçue comme un signal fort dans la lutte contre ce fléau. Le point avec Joël Ferdinand et Wané. Un papa qui viole sa propre fille, il devait être condamné à mort. 15 ans, c'est très peu pour lui. L'affaire a fait grand bruit dans la capitale politique. La petite Marie-Rosette Ndongo, âgée d'à peine 10 ans au moment des faits, avait été abusée sexuellement par son père, le nommé Pascal Tsanabina. Écroué dans un premier temps à la prison de Kondengui, il sera quelque temps après relâché. La décision ayant créé un onde de choc, le dossier sera à nouveau réexaminé où il va écoper de 15 années de prison. À Bafoussam, dans la région de l'Ouest, cette décision est perçue comme un début de solution. C'est un début de solution, oui, c'est un début de solution. Ben, il restait beaucoup à faire, beaucoup. On doit d'abord même sensibiliser nos enfants, nos filles, nos petites filles. Je ne sais même pas encore comment, mais c'est quand même un début de solution. Pour certains riverains, la peine capitale serait la sanction la plus appropriée pour mettre fin à ce phénomène. Et si ça dépendait que de moi, pour la loi, on condamne ces gens-là à vie. Même 15 ans de prison est petit. Parce que l'enfant va grandir, ne doit plus accoucher. D'autres estiment plutôt qu'une sensibilisation accrue et un traitement plus rigoureux des plaintes pourraient permettre de limiter les cas de viol. La sentence, elle est bonne. Malheureusement, la justice traîne encore le pas. Et je pense davantage qu'on devait sensibiliser les populations. D'ailleurs, j'ai vu une vidéo sur Facebook, on faisait un exercice avec un petit bébé qui disait « on ne touche pas à ma poitrine, on ne touche pas à mon sexe ». La décision du tribunal de grande instance du Fundi apparaît ainsi comme un signal fort adressé aux auteurs d'abus sexuels. Une mesure qui, pour certains, pourrait être renforcée afin de mieux protéger les enfants.
Protégeons donc nos enfants. Un adolescent de 16 ans est recherché par les forces de l'ordre depuis la mort d'une jeune fille de 17 ans, poignardée au quartier Newbel à Douala. Le drame s'est produit alors que la victime revenait d'un snack bar avec des amis. Pour sa famille, il s'agit d'un acte prémédité. Jessica Tenos et Fon René Marquez se sont rendus sur les lieux. Grief continues to pour in at the family home of 70-year-old Kodok Micheline Charlotte after she was allegedly stabbed with a poisoned knife by a 16-year-old boy who remains at large. According to family sources, Micheline had gone out with friends to a snack bar in Ziangange Newbel neighborhood despite complaining of a headache. Et le soir, là, elle avait mal à la tête et elle avait décidé qu'elle ne sorte plus. Elle dormait. Ce sont ses copines qui sont maintenant venues la forcer à sortir. Et comme elle aussi, elle est sortie. Moi, ça fait mal, ça fait trop mal même, très mal. The circumstances that led to the teenager's stabbing remain unclear. However, CCTV footage from the leisure spot shows the suspect holding a knife, monitoring and following his victim into a room. Quand nous avons observé les vidéosurveillance du SINAC, quand nous regardons bien, nous constatons que c'est un complot. Il y a plus de 8 personnes comprises. Parce qu'il y a un masculin qui est placé là depuis, qui voit la scène du début jusqu'à la fin, mais qui ne peut pas assister l'enfant. Family sources claim the suspected attacker is aggressive toward girls who reject his advances. Micheline leaves behind an 18-month-old child. Chose à présent, fiscalité jugée excessive, concurrence du transport pour compte propre, monopole des caméras embarquées. Réunis hier à Douala, les syndicats du transport routier de marchandises dénoncent des conditions d'exercice de plus en plus difficiles. Estimant leur activité menacée, ils interpellent le gouvernement et réclament des réformes urgentes. Jessica Tenos-Maché nous en dit davantage. Pour les transporteurs routiers du Cameroun, l'activité ne nourrit plus son homme. Réunis à Douala, les responsables du syndicat national des transporteurs ont présenté les conclusions de leur plaidoyer en faveur des réformes du secteur. Ils dénoncent notamment une pression fiscale qu'ils jugent excessive, exercée par le Conseil national des chargeurs. L'État ne peut pas créer sa structure qu'on appelle le CNCC et penser que c'est le transporteur privé que je suis qui devrait faire fonctionner ce CNCC avec mes recettes. L'État, naturellement, attend de moi ou bien du transporteur que nous sommes les impôts, mais pas le financement de sa structure créée. Les professionnels pointent également les dérives du transport pour compte propre qu'ils accusent de grignoter une part importante de leur marché. Ce décret leur donne la latitude, au-delà de pouvoir s'autonomiser en interne, mais également d'exercer la condition dans les mêmes conditions que celles reconnues aux transporteurs professionnels. Et nous disons que le problème prend une telle ampleur aujourd'hui parce que le transport pour compte aussi a presque 50% du volume global du transport. Autre sujet de mécontentement, l'installation obligatoire des caméras embarquées. Si les transporteurs approuvent le principe pour renforcer la sécurité, ils contestent le monopole accordé à un seul prestataire qui, selon eux, renchérit le coût de la mesure. Le transport pour compte propre prend de l'ampleur, ce qui empêche aux transporteurs que nous sommes d'avoir les ressources nécessaires pour financer ces équipements. De l'autre côté, le ministère des Transports ne fait pas jouer la concurrence. Un seul opérateur est agréé, du coup, vous êtes obligé de faire avec lui ou pas. À travers ce plaidoyer, les transporteurs espèrent obtenir des réformes rapides afin de redonner de l'oxygène à un secteur qu'ils estiment aujourd'hui en grande difficulté.
Et les travaux du carrefour du parcours Vita sont achevés. Les pavés ont été posés et la circulation a repris. Mais à quelques dizaines de mètres seulement, au niveau des carrefours Santa Barbara et du collège polyvalent Nanfan, d'importantes crevasses ont été laissées intactes. Une situation qui intrigue les usagers. Théodore Thau est passé par là. Au carrefour du parcours Vita, le chantier est terminé. Les pavés ont remplacé l'ancien revêtement et la circulation a retrouvé son cours normal. Pourtant, à moins de 200 mètres de là, les carrefours Santa Barbara et du collège polyvalent Nanfa présentent toujours de profondes crevasses. Des dégradations restées intactes alors que les engins travaillaient tout près. C'est pas normal d'abord parce qu'on peut être sur un tronçon. Au lieu de commencer à travailler là où il faut, on vient prendre la route à mi-chemin. C'est pas normal. Donc, à cause des trous, c'est les trous qui font que tout ça a abandonné. Le temps normal devait commencer au carrefour Santa Barbara parce que la semaine dernière, il y a eu plusieurs accidents ici à cause des trous. Pour de nombreux usagers, cette manière de réhabiliter les routes laisse un goût d'inachevé. Ils peinent à comprendre pourquoi des points aussi dégradés ont été ignorés malgré leur proximité immédiate avec le chantier. Ils ont travaillé à quelques mètres d'ici. Ils n'ont pas fini le travail. En fait, ce n'est qu'au Cameroun qu'on peut voir les choses comme ça. Ces interventions limitées alimentent les interrogations sur la cohérence des travaux et la prise en compte de l'état réel de la chaussée. C'est un phénomène récurrent que nous constatons partout dans notre pays. Là où on arrange les routes, on laisse toujours les trous à moins de 100 mètres, moins de 50 mètres. Et parfois, on me dit que bon, là où nous sommes là, ici, le secteur ici qui avait été travaillé, c'était par une autre société. Et le chantier qu'ils ont fait aujourd'hui, c'est une autre société. Donc il me dit que peut-être c'est parce que ce n'est pas la même société qui a fait le travail qu'ils ne sont pas venus ici. À défaut, nous constatons même que quand ils font le travail, à la fin, ils ne finissent pas bien. Quand il y a un trou, ils laissent toujours que ce trou s'agrandisse pour créer un autre chantier prochainement. Pour les populations, réparer une route ne consiste pas seulement à traiter un point précis. C'est aussi corriger les dégradations voisines afin d'éviter que les mêmes problèmes ne réapparaissent quelques mois plus tard. À Ngaoundéré, stop au stationnement anarchique. Après plusieurs semaines de sensibilisation, la phase de répression est entrée en vigueur ce jour, 1er juillet 2026, sur l'axe Carrefour Aéroport Ouaka. Le maire de la ville s'est rendu sur le terrain pour s'assurer de l'application effective de cette mesure, adoptée en concertation avec les syndicats des transporteurs. Le reportage de notre correspondant Amadou Bello. Malgré l'interdiction par la mairie de la ville de Ngaoundéré, des camions et autres gros porteurs continuent de stationner le long de l'axe Carrefour Aéroport Ouakoua, une pratique qui entrave la circulation et accroît les risques d'accident sur cette portion de la nationale numéro 1. Nous avons tenu une réunion avec les responsables des différents syndicats. La fluidité de la circulation, plus de 1000 camions passent par jour. Imaginez le risque que cela comporte. Il ne faut plus car de manière abusive sur cet axe-là. Pour s'assurer de l'application de cette décision, le maire de la ville s'est rendu sur le terrain. Son constat a été sans appel. De nombreux conducteurs continuent d'occuper les emprises de la route. Nous sommes sortis pour d'abord voir, observer, voir effectivement entre ce qu'on s'est dit et la réaction sur le terrain. Est-ce qu'on applique cela? Nous avons constaté malheureusement que les camions sont garés comme par le passé. Avant le lancement des sanctions, les autorités municipales ont mené une dernière campagne de sensibilisation auprès des chauffeurs, des transporteurs et des riverains, les invitant à libérer les abords de la chaussée dans l'intérêt de tous. Nous avons continué donc à maintenant sensibiliser les gens que nous avons trouvés sur place. Donc les chauffeurs, les matouabois et autres. Ils sont donc compris. Depuis ce 1er juillet, la phase répressive est officiellement engagée. Les services compétents sont désormais chargés de faire respecter cette interdiction. On va passer prochainement à la phase de répressive. Parce que nous nous promenons avec des sabots. Lorsqu'un camion est mal garé, ça va payer. Mais nous n'avons pas fait ça aujourd'hui. Cette opération s'inscrit dans la stratégie de lutte contre le désordre urbain engagée par la mairie de la ville de Ngaoundéré. Les autorités misent désormais sur le civisme des usagers pour faire de ce corridor un axe plus sûr, plus fluide et mieux organisé.
Et le 30 juin 2026, le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, a démenti formellement la signature par le chef de l'État d'un décret portant nomination d'un vice-président et d'un nouveau gouvernement au Cameroun. Il précise que l'individu porteur du faux décret est aux arrêts pour besoin d'enquête. Un communiqué qui n'apporte pas des réponses précises sur l'identité de l'auteur ni les circonstances du déroulement de cet incident. Analyse du politologue Moussa Njoya dans cet extrait sélectionné par Marinette Ngilfak. Communiqué qui parle pour ne rien dire. Première chose, ne vous donne même pas la date de l'incident. Je pense que la chose la plus minimale dans ce genre de contexte, c'est de nous dire d'abord que l'incident a eu lieu tel jour. Si possible, à telle heure, dans telle localité exactement. On ne dit pas. Maintenant, le nom des acteurs. Qui est cet individu? Même quand on arrête les bandits dont vous parliez de la libération tout à l'heure après la commission de leurs infractions, on écrit même leur nom sur les pancartes, non? Et on met alias. Dans ce communiqué du ministre, il ne vous donne ni le nom du concerné, le monsieur qui était appréhendé. Il ne vous donne pas le déroulement de l'affaire parce qu'il vous dit qu'un individu s'est rendu dans les locaux de la Cameroun Radio Télévision à Yaoundé. Je rappelle que la Cameroun Radio Télévision à Yaoundé a 2 locaux. Le déroulement de cette affaire est très curieux. Première chose, un incident s'est passé à la CNTV. C'est un journaliste de RFI installé en France qui en fait part 4 jours plus tard. Et lorsque le journaliste en parle, à aucun moment la CNTV elle-même n'a réagi. Cela renseigne sur la délicatesse des acteurs réels qu'il y a autour de ce dossier. Ça veut dire que les noms qu'il y a dans ces documents-là sont des noms tellement sensibles que personne ne veut prendre celui de prononcer. C'est vous les chrétiens qui dites souvent que le malheur arrivera, mais malheur à celui par qui le... Et nous reviendrons en deuxième partie pour parler plus ample de ce sujet. En politique, inscription sur les listes électorales, tout juste 124 342 nouveaux électeurs enregistrés depuis le 1er janvier, dont un peu plus de 84 000 âgés de 20 à 35 ans. Ce bilan a été présenté à Yaoundé par le président du Conseil électoral à l'ouverture de la 2e session ordinaire de l'institution. À quelques semaines de la clôture des inscriptions pour cette année, Elecam assure poursuivre la fiabilisation du fichier électoral et intensifier les préparatifs des prochaines élections législatives et municipales. Les précisions de Sébastien Oyébé. Depuis le 1er janvier 2026, 124 342 Camerounais ont été inscrits sur les listes électorales. Les jeunes âgés de 20 à 35 ans constituent la majorité, avec 81 121 inscrits. 68 personnes en situation de handicap ont été enregistrées. Sur la même période, 633 demandes de transfert ont été traitées contre 400 radiations. Les opérations d'enrôlement se poursuivent dans l'ensemble de nos démembrements territoriaux. À ce stade, et sous réserve des ajustements liés à la poursuite des opérations de mise à jour et de toilettage du fichier électoral, les statistiques font état de 51 539 femmes et 72 803 hommes enrôlés. Au-delà des nouvelles inscriptions, Elecam indique poursuivre le toilettage et la sécurisation du fichier électoral, tout en accélérant les préparatifs des prochaines élections législatives et municipales. Des opérations de toilettage, de dédoublonnage, de mise à jour des données et de contrôle qualité restent au cœur de notre action. Les investissements consentis au cours des dernières années dans la modernisation des infrastructures biométriques et informatiques, le renforcement des dispositifs de sauvegarde ainsi que l'amélioration continue des mécanismes de cybersécurité contribuent à consolider ces acquis essentiels. Les opérations d'enrôlement se poursuivent dans les démembrements territoriaux d'Élections Cameroun. L'institution invite les citoyens remplissant les conditions à s'inscrire avant la clôture de la révision des listes électorales prévue le 31 août prochain afin de prendre part aux prochaines consultations.
Bienvenue dans la deuxième partie du Grand Plateau consacré à l'affaire des faux décrets ou le clair-obscur d'une communication officielle. Depuis le début du mois de juin 2026, une affaire de faux décrets présidentiels secoue les cercles du pouvoir. Pour taire les supputations, le ministre de la Communication a fait un communiqué qui ne répond à aucune des questions qui taraudent les esprits. Comme nous le dit ici Roland Tapi. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement camerounais René Emmanuel Sadji, a signé le 30 juin 2026 un communiqué sur l'affaire des faux décrets de nomination d'un gouvernement et d'un vice-président qui secoue le pays depuis le 12 juin. D'après cette version officielle, courant mois de juin, un individu s'est rendu dans les locaux de la Cameroun Radio and Television déposer un pli fermé contenant un prétendu décret présidentiel portant nomination d'un vice-président de la République. Après avoir rappelé que la diffusion des actes officiels obéit à des procédures strictes et réglementées qui visent à garantir la fiabilité, le ministre indique qu'il y a lieu de lever tout équivoque sur la provenance et l'authenticité de ce décret qui, de toute évidence, n'a jamais été signé par qui de droit. L'individu porteur du pli, dit-il, qui ne figure nulle part dans les effectifs de la présidence de la République, a été interpellé et se trouve actuellement entre les mains des autorités compétentes qui ont engagé des investigations approfondies afin d'apporter tous les éclairages nécessaires sur cette affaire, insiste le communiqué. Cette sortie du ministre de la Communication, dans le timing et dans le contenu, confirme qu'il y a quelque chose de grave qui se passe au sommet de l'État. Sur le timing d'abord, c'est près de 2 semaines que l'opinion a été informée via les réseaux sociaux et la presse de ces faits que le gouvernement se prononce. Une communication officielle immédiate était attendue dès le premier jour pour démentir ou confirmer. Dans cette logique qui participe de la redevabilité gouvernementale envers les citoyens, on serait déjà à minima à la 3e communication 3 semaines après des sorties qui tiendraient au courant l'opinion au jour le jour sur l'évolution dans cette affaire. L'opinion ayant le droit de savoir ce qui se passe au plus haut sommet de l'État, surtout qu'il s'agissait là d'une tentative d'usurpation de la fonction présidentielle. Sur le contenu ensuite, l'opinion savait depuis le début qu'il s'agissait de 2 décrets, l'un portant nomination du vice-président de la République et l'autre portant formation du gouvernement. Le communiqué du porte-parole ne parle que d'un seul, celui de nomination du vice-président. Le deuxième a-t-il existé? Sinon, pourquoi le communiqué ne le précise pas? Au-delà, le ministre utilise une technique qui, en communication sociale et politique, renvoie à un discours abondant mais dénué d'informations nouvelles ou utiles. Tout ce que le communiqué dit était déjà connu, pour ne pas dire qu'il donne moins d'informations que ce qui était déjà connu. Les questions essentielles persistent en effet. Qui est l'individu porteur du pli et quel est le nom du faux vice-président? C'est sur ces 2 points au moins que les oreilles sont tendues vers le ministère ou toute autre source de communication officielle depuis la survenance de cet événement, à défaut d'avoir une sortie du président de la République lui-même qui s'adresse à la nation. Au moins 2 semaines d'investigation approfondie, comme le précise le communiqué, auraient permis d'avoir l'identité du porteur du pli, en plus de répondre aux autres interrogations, donc qui était l'heureux élu du faux décret. Au moins ce nom devait être dit officiellement, puisque les responsables de la CRTV en ont pris connaissance avant de bloquer la lecture sur les antennes. Alors, pourquoi le cache-t-on encore? Pourquoi l'individu porteur en question est encore seul entre les mains des personnes compétentes? Est-ce à dire qu'il s'était nommé lui-même et a porté le pli? Sinon, pourquoi le bénéficiaire du décret n'est pas avec lui, puisqu'il ne pouvait ignorer qu'il est nommé vice-président? Surtout que c'était du fabriqué qui ne peut être entouré de la discrétion du chef de l'État pour qu'il dise qu'il a été nommé sans être consulté. Ce nom est-il si abject pour que le gouvernement le prononce, ou le gouvernement a-t-il peur de le prononcer et le mettre dans les documents officiels? Même quand Ben Laden était considéré comme un monstre, les présidents américains prononçaient son nom et l'écrivaient dans tous les documents. Veut-on également faire croire que l'individu porteur du pli dont le nom est aussi dur à prononcer a agi seul et serait même un aliéné comme Lee Harvey Oswald qui avait été présenté comme l'auteur de l'assassinat du président John Fitzgerald Kennedy aux États-Unis et qui n'avait cessé de répéter qu'il n'était qu'un bouc émissaire dans cette affaire? De même, qui mène l'enquête ou les investigations approfondies? Les autorités compétentes, comme les désigne le communiqué, est-ce une commission? Si oui, qui la préside et quelles sont ses accointances? On se souvient qu'à l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy aux États-Unis, une commission d'enquête avait été créée et Hill Warren nommé à sa tête. Président de la Cour suprême des États-Unis, il avait de forts liens avec l'ancien directeur du FBI que Kennedy venait d'évincer.
Logiquement, le rapport d'enquête avait trouvé un assassin déjà désigné dès les premières minutes de l'assassinat, lui-même assassiné à bout portant avant d'avoir comparu, avait conclu qu'il avait agi seul, qu'il n'y avait pas de complot. Et s'il n'y a pas de commission, est-ce à dire que l'enquête est confiée au bon vouloir d'un individu qui peut recevoir les ordres? L'individu porteur du pli, où est-il gardé? Quel est le niveau de surveillance de sa cellule? Ne risque-t-il pas de se suicider, entre guillemets? Au final, le communiqué du porte-parole du gouvernement soulève encore plus d'interrogations qu'il n'apporte de réponses. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau Alex Gustave Azebazé, journaliste senior et défenseur des droits humains. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame et bonsoir à vos millions, j'allais dire millions de téléspectateurs. Alors, dans son communiqué, le ministre de la Communication parle d'un seul décret portant nomination d'un vice-président. Pourtant, lorsqu'on fait le tour des réseaux sociaux et même dans les médias, il est mentionné un deuxième document mentionnant notamment une nouvelle équipe gouvernementale. Alors, pensez-vous qu'il ait fait abstraction du deuxième document ou alors ce document n'avait jamais existé? D'ailleurs, vous dites deux documents. Oui. Mais c'est ce que la source première de l'information que nous commentons, analysons et parfois spéculons dit. Mais sur les faits qui sont publics et documentés, il y a deux textes différents, même s'ils ont, les deux textes ont les mêmes signatures, dont l'un porte ce présumant nommé un vice-président. L'un porte le nom du présumé porteur de l'enveloppe, l'autre porte le nom d'un très haut responsable de ce pays. Et je constate que le ministre s'est montré suffisamment prudent pour ne prononcer le contenu en tout cas des enveloppes. Et vous faites bien d'indiquer qu'il fait totalement l'impasse sur le deuxième document, le deuxième décret qui est le deuxième décret présumé, qui est censé être un texte comme le premier, parce que le vice-président, quand il viendra que le président le nomme normalement, ce sera par décret, parce que c'est une compétence constitutionnelle du président de la République depuis la réforme du 4 avril de cette année. Oui. La composition du gouvernement, ce qu'on appelle généralement le remaniement ministériel, et dans certains cas le réaménagement gouvernemental, c'est aussi une compétence du président de la République qui nomme les ministres de son gouvernement sur proposition du Premier ministre. Donc, les informations, en tout cas selon la source première, et qui est la seule source que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire notre excellent confrère Polika Bessamba, qui a publié sur ses réseaux sociaux. Il ne l'a pas diffusé sur le média qu'il emploie, c'est-à-dire Radio France Internationale, mais sur ses réseaux sociaux. Je constate que pour une fois, le gouvernement n'est pas venu démentir une information publiée par un journaliste, non pas dans le média d'emploi, mais sur ces plateformes numériques, dans les réseaux sociaux. Une manière de dire que, contrairement à ce que j'entends souvent, les réseaux sociaux ne sont pas aussi inutiles que ça, les réseaux sociaux ne sont pas aussi dangereux que ça, parce que, voyez-vous, la publication de Polycarpe, elle intervient pratiquement une semaine après, à tout le moins, la date portée sur en tout cas, l'un des documents, l'un des décrets, l'un des présumés décrets, supposés décrets, qui fuiteront aussi sur les réseaux sociaux. Les 10 décrets sont signés le 8 juin. La publication de Polycarpe, je pense qu'elle date du 12 ou le 13, oui. En tout cas 5 jours après. Pourquoi je fais ces précisions en termes de date? C'est pour montrer que entre le 12, date de révélation, c'est un véritable scoop pour un journaliste, de Polycarpe, et la journée d'hier, il s'est passé exactement 18 jours, donc presque 3 semaines. Pour être précis, 2 semaines et 5 jours. Mais la question, c'est qu'est-ce que le gouvernement faisait depuis ce jour-là? Pourquoi est-ce qu'ils ont trouvé la nécessité de faire une sortie 3 semaines après, sans donner aucune information? La seule chose
comme je l'ai dit à l'entame, qu'il confirme, c'est que effectivement, il y a eu un, comment je vais dire, un texte, une tentative de diffusion ou de nomination d'un gouvernement par les personnes qui ne sont pas habilitées constitutionnellement. Pour nous, ça ne suffit pas. Pour nous, en tant que citoyens, mais surtout en tant que journaliste. Parce que si notre confrère avait, comment je vais dire, c'était auto-censuré, comme on pousse de plus en plus les journalistes à s'auto-censurer, peut-être même sa rédaction a refusé qu'il diffuse cette information sur ses antennes, mais il a pris le courage professionnel pour la diffuser sur ses réseaux sociaux. Et aujourd'hui, c'est confirmé qu'une telle chose s'est passée en tout cas, dans l'espace public camerounais. Or, on se serait attendu qu'à ce jour-là, en tout cas 3 semaines au moins, d'autant que l'information de Polycarpe indique de manière sibylline que la personne a été arrêtée immédiatement. Oui. Ça veut dire que le gouvernement ne peut pas dire aujourd'hui qu'il ne sait pas quel était le contenu de ce document-là, qu'il ne sait pas, quand je dis le gouvernement, parce que le ministre de la Communication ne vient pas communiquer sans avoir reçu des services spécialisés les éléments nécessaires pour informer. Et le souhait du public, le souhait, en tout cas, mon souhait en tant que journaliste, vous m'avez présenté comme défenseur des droits humains, mais aussi comme citoyen, c'est que quand le gouvernement communique, qu'il donne suffisamment d'éléments pour que les spéculations ne se poursuivent pas, pour que nous puissions nous servir de la version officielle pour faire les analyses, pour faire les commentaires, ou même pour éventuellement conclure sur une affaire. Or, qu'est-ce que je constate? Je constate que le communiqué du ministre, ou le communiqué du gouvernement, porte-parole du gouvernement, ce n'est pas une question personnelle, porte-parole du gouvernement, c'est de dire simplement le président de la République n'a pas signé un décret. Donc, il confirme que c'est un faux décret. Si ce n'était que ça, Polycarpe et son mal l'avaient déjà dit. Oui. Mais justement, revenons à Alex Gustave Azebazé. Comment comprenez-vous ce timing, 3 semaines après? Moi, je ne suis pas un devin pour dire ce que ceux qui doivent dire ne veulent pas dire. Qui doit dire? Mais justement le gouvernement, justement l'État. Ça peut ne pas être le gouvernement, mais ça peut être le responsable des services d'enquête judiciaire. Parce que la loi camerounaise, notamment le code de procédure pénale, donne capacité au procureur de la République compétent, ou en l'espèce, si c'est le commissaire du gouvernement, si ils choisissent la voie des tribunaux militaires, qui pour nous sont des tribunaux d'exception, qui ne devraient jamais avoir à connaître des questions que connaissent les civils. Ils devraient pouvoir communiquer et dire à l'opinion 2 semaines ou 3 semaines, en tout cas après la date portée sur l'un des documents qui est aujourd'hui, en tout cas qui est aujourd'hui, qui n'est plus contesté, daté du 8 juin, que sur la base de nos premières investigations, voici ce que nous avons pu avoir comme... Si on ne le fait pas 3 semaines après, ce qu'à l'intérieur du gouvernement, à l'intérieur du sérail, comme on l'appelle, c'est-à-dire le sérail, c'est quoi? C'est le cercle décisionnel de l'État, et au plus haut niveau, notamment la présidence, les services du Premier ministre, les services d'intelligence et de renseignement. On a de la peine à avancer. Pourquoi on n'avance pas? Chacun se pose la question. Si on n'avance pas, c'est que à la fin, ils doivent avoir des éléments qui leur montrent que le bonhomme qu'on nous présente comme étant le fabricant de ce faux document présumé, est la face visible, à minima, d'un groupe de personnes qui ont pu procéder de la sorte. Ma conviction, et je l'ai écrite sur les réseaux sociaux, ma conviction, c'est que cette affaire n'était pas faite pour être lue. Parce que pour que comment je vais dire, surtout pas sur la CRTV. Parce que si on voulait lire, on aurait choisi un média qui n'est pas contrôlé par le pouvoir.
Et ce média-là, peut-être que par inadvertance, parce que professionnellement, aucun média n'a le droit, et j'insiste sur ce plateau, n'a le droit de publier un document présumé officiel important sans s'être assuré de l'authenticité, d'abord de la source du document, et ensuite, la source peut même être bonne, mais le contenu est faux. On a connu des textes présidentiels ici qui avaient des informations fausses. Par exemple, qu'il y avait des personnes nommées qui étaient mortes. C'est faux, non? Donc, si nous avions suffisamment de temps, quand ces documents officiels, notamment les décrets ou les textes de loi, je me souviens en 1996, nous couvrions à l'époque une discussion parlementaire sur la réforme de la Constitution de 1972, la version du texte adopté qui avait été distribuée aux journalistes était légèrement différente de finalement la version qui a été promulguée. C'est-à-dire que, j'entends que, peut-être après l'adoption par les députés, il y a eu un travail, peut-être de toilettage, ça peut arriver. Mais on a l'obligation d'informer l'opinion que, comme vous voyez là, la version précédente était une version brute, dont on n'a pas tenu compte des nettoyages. Moi, je dis tout ça parce que notre rôle aussi en tant que journaliste, c'est de protéger notre profession. Je dis, et permettez-moi de le dire sur votre plateau, je salue le travail que les journalistes qui ont eu les premiers accès à le traitement qu'ils ont fait. Parce que, moi, ce n'est pas héroïque. Ils ont fait le métier de journaliste. Le métier de journaliste, c'est vérifier, recouper les sources, et éventuellement les confronter, et si ça fait polémique, donner la parole aux acteurs concernés. Dès l'instant où la CRTV, de manière très prudente, ne l'a pas diffusée, pour des raisons que chacun de nous connaît, il n'y avait plus lieu de donner la parole à qui que ce soit. Évidemment, aujourd'hui, nous pouvons commenter, nous pouvons analyser, mais c'est insuffisant parce que le gouvernement n'a pas, ou le système public, le système étatique, n'a pas donné les éléments qu'il faut pour que l'opinion se fasse une idée juste et claire de ce qui s'est passé. Moi, j'entends qu'il s'agit d'une conséquence de la lutte des clans. Si on retient l'hypothèse que c'est les conflits à l'intérieur du gouvernement et du Sérail, qui sont producteurs de ce type de faits, parce que c'est un fait, aujourd'hui un fait journalistique, un fait public, on doit se servir d'un certain nombre d'antécédents qui, au sein du gouvernement ou au sein de l'appareil étatique ou de l'entourage présidentiel, a intérêt aujourd'hui à pousser à la publication d'un gouvernement qu'ils avaient fait annoncer au président de la République. Parce que rappelez-vous que le président de la République, dans son allocution de fin d'année, donc du discours de l'an, comme on l'appelle ailleurs, avait indiqué que dans les prochains jours, je procéderai à une reconfiguration du gouvernement. Donc, je procéderai à un réaménagement ou remaniement ministériel. Nous sommes aujourd'hui quand même 6 mois après. Il n'y a pas de remaniement ministériel. Or, ceux qui suivent les affaires publiques, et notamment les affaires présidentielles, savent que le discours du président de la République n'est pas écrit par le président. Il est écrit par ses services, notamment, et les services du gouvernement rassemblent un certain nombre d'éléments de données qui peuvent être techniques ou factuelles pour qu'ils répondent à un certain nombre de préoccupations qu'ils mettent à la disposition des services de la communication et de la parole présidentielle qui, eux, ces services-là, produisent la mouture finale que le président, en tout cas qui reflète à la fois la personnalité du président, son ton, ses objectifs et son orientation politique. L'enquête doit aller interroger ces gens-là. Parce que si le président a annoncé en décembre un gouvernement, et que 6 mois après on ne l'a pas, et qu'au cours de ce 6e mois, on se retrouve avec un, comment je vais dire, un faux gouvernement, comme dit le gouvernement aujourd'hui, un faux décret nommant un vice-président et, comment je le dis, constituant un président remaniement ministériel, parce que nous ne pouvons pas passer par paix des profils le fait que le ministre de la Communication n'ait pas parlé du gouvernement.
Justement, Alex, avant cette sortie, quelles sont les questions que les Camerounais se posaient et avez-vous eu l'impression que le ministre a répondu à ces questions-là? Je crois que je l'ai dit indirectement. Je ne vais pas me vanter de me poser des questions et de répondre, non. Je le dis, en tout cas sur la base de mes propres commentaires ici, de ma propre analyse, que le ministre n'a pas répondu aux questions des Camerounais. Moi, j'ai entendu dans les différents commentaires et spéculations qui sont faites que les auteurs présumés, je pèse bien mes mots en utilisant le terme présumé, de ce faux-là, parce que peu de Camerounais croient que c'est l'œuvre d'un seul individu. Justement. Personne ne nous a démontré que ce gars-là, en tout cas le porteur de ce pli-là, est un spécialiste en production de documents pastichés ou bien plastifiés, en tout cas de documents de si bonne forme. Parce que ceux qui ont quand même l'habitude de lire les textes présidentiels ou de prendre connaissance des textes présidentiels quand ils sont publiés, connaissent la signature du président de la République, connaissent le sceau de la République, connaissent un peu la forme des entêtes des textes présidentiels. On a l'impression, d'autant qu'on ne nous a pas dit le nom, le ministre n'a pas dit le nom qu'il y avait sur le document. C'est la rumeur qui dit tantôt qu'il y avait le nom du porteur du document, tantôt qu'il y avait le nom d'une très haute personnalité de la République. Et qu'est-ce qu'on peut conclure? Le ministre aurait dû répondre à cette question. Au moins en rapportant de sources de l'enquête judiciaire des éléments qui permettent de répondre aux questions que vous posez. Les Camerounais veulent savoir, dans le contexte que nous connaissons, et où le président n'est pas présent. Et je rappelle que cet épisode-là intervient, je crois, une semaine après qu'un communiqué du même gouvernement ait démenti des rumeurs sur l'état de santé ou bien sûr le lieu où le président se trouve précisément. Tout à fait. Il y a, cette fois-là, ce n'était pas les réseaux sociaux, c'est un magazine international qui est relativement bien informé sur les choses qui se passent dans les palais présidentiels et surtout quand ça se passe à l'extérieur, qui avait informé ses publics que le président était hospitalisé. Le gouvernement a démenti cela. Mais ça n'a pas empêché qu'une semaine après, ou peut-être même moins d'une semaine après, qu'il y ait cet épisode-là au cœur du système, parce que la CRTV fait partie du cœur du système en termes d'appareil médiatique et idéologique des vues et des voix du pouvoir. Alors, pourquoi, d'après vous, le gouvernement ferait-il un communiqué sans répondre aux questions essentielles? Y a-t-il une volonté de cacher quelque chose? Peut-on dire que la transparence y est? Sans être l'avocat du gouvernement, parce que ceux qui me connaissent ne peuvent pas présumer que je viens défendre le gouvernement ici. Mais je dois quand même dire qu'au plan politique, il serait très difficile pour le gouvernement, en tout cas pour le système, dans ses pratiques de gestion, qui ne sont pas nimbées de beaucoup de transparence, de venir ou de dire la vérité sur ce qui se passe ou ce qui s'est passé. Parce qu'en disant un certain nombre de choses, il va falloir qu'il s'assure que le président, dont ils ont dit qu'il n'a pas de problème particulier, qu'il est en Suisse, donc on dit que le président en Suisse, il travaille. Bon, les gens les ont pris au mot, et on dit, bon, voici l'un des fruits du travail du président, en promenant comment je l'ai dit, des documents qu'on vient après dire que c'est faux. Moi, je ne crois pas que ce soit vrai. Vraiment. Je ne crois pas que ces documents-là soient vrais. Mais ils ont toute l'apparence de vrai. Résultat, personne n'est satisfait de la communication gouvernementale. Et la communication gouvernementale, je crois que c'était le service minimum pour ne pas qu'on l'accuse de n'avoir rien dit depuis que cette affaire a éclaté. Moi, j'entends dire que c'est les journalistes, c'est les réseaux sociaux qui entretiennent la polémique. Les réseaux sociaux ne peuvent pas entretenir la polémique sur des faits qui sont effectivement qui sont publics. Parce qu'aujourd'hui, il est publiquement établi que à la CRTV a reçu le porteur d'un pli.
même si cette personne n'est pas connue des services présidentiels, d'ailleurs c'est ce que le ministre, c'est la base de la communication, de la communication gouvernementale d'hier, du communiqué gouvernemental d'hier, que cette personne n'est pas connue dans le fichier des employés de la présidence de la République. Et que ce n'est pas sous cette forme-là que quand on doit transmettre un décret du président de la République à l'Assemblée, dans les médias et en particulier dans ce média-là, il y a toute une procédure. Il y a toute une procédure. Mais il ne nous a pas dit quelle est la procédure. Tout à fait. Il aurait été bon qu'il en dise un peu. Parce qu'en le disant, ça nous permet, en tout cas, au moins nous journalistes, la prochaine fois, d'être mieux aguerris. Non seulement d'être mieux aguerris, mais d'être vigilants et de nous assurer que chaque texte que les gens apportent dans les médias, que ce soit la CRTV ou je ne sais pas quel média, n'est pas forcément vrai parce qu'il a la signature du président ou la signature du Premier ministre ou la signature de tel ministre ou la signature de tel haut responsable. Je rappelle que dans ce pays, il y a moins d'un an, la CRTV qu'on voit là a quand même diffusé sur ses antennes un arrêté présidentiel, je ne sais pas si c'était un arrêté ou un décret, je ne me rappelle plus bien, je parle de mémoire, qui nommait un nouveau directeur de cabinet à l'Assemblée nationale. Il y a eu la bronca du président de l'Assemblée nationale et du directeur du cabinet en place. Le soir à 20h est apparu un autre texte pour dire que le président de l'Assemblée nationale, non pas n'avait jamais pris ce texte, mais rapportait le texte qu'on a rendu public. Alors que dans les coulisses, nous avions appris en enquêtant, que le président de l'Assemblée nationale dit qu'il ne connaît ni d'Adam le texte qui a été diffusé à la CRTV, révoquant son directeur, en tout cas nommant quelqu'un, donc de facto révoquant son directeur de cabinet, que lui, puisqu'il a la compétence pour nommer le directeur du cabinet. Or, si lui dit qu'il ne connaît pas un texte, et que le soir, il dit qu'il a rapporté le texte, ça veut dire qu'on lui a fait porter un texte qu'il n'avait pas signé. Alors, Gustave Zébazé, on va certainement sortir par là. Comment analysez-vous globalement la situation politique au sommet de l'État entre l'attente d'un gouvernement qui n'arrive pas, l'information d'un faux gouvernement et une communication gouvernementale qui ne répond pas aux questions? La situation au sommet de l'État reflète cette sorte de malaise qui est perçu. Voyez-vous, lorsque en avril, 4 mois après l'élection présidentielle au cours de laquelle le candidat président sortant n'avait annoncé à personne qu'il ferait une réforme constitutionnelle, on a vu arriver à l'Assemblée nationale, à la USAT, comme on dit, donc pratiquement au forceps, un projet de révision de la Constitution qui instituait, donc qui changeait l'ordonnancement de l'exécutif camerounais en instituant un poste de vice-président. Vous savez très bien que des citoyens camerounais, des leaders politiques, y compris des députés du parti au pouvoir ou des sénateurs du parti au pouvoir, ont mis en garde contre ce procédé, cette manière de faire, qui semblait être opaque, de la précipitation, très peu de consultation, très peu de consensus autour de cette réforme institutionnelle majeure. Le gouvernement, en tout cas le pouvoir, est allé au bout de son projet et s'est vanté d'avoir obtenu une très large majorité de parlementaires pour ce projet-là. Qu'est-ce qu'on entend? Dans les délais de prorogation, le président a promulgué le président a promulgué le texte. Donc, il est fin prêt pour être mis en pratique. Vous remarquerez quand même que ça fait, là, on est en train d'entamer presque le 3e mois, que cette réforme, ce poste a été institué et il n'y a pas de vice-président. Je vous dis, mon sentiment personnel, je ne suis pas pour qu'un vice-président soit nommé dans les conditions actuelles. Mais sauf que c'est un texte de la République. Quand on l'a fait, il faut l'appliquer pour ne pas qu'on donne l'impression que les textes, surtout la Constitution, sont des chiffons de papier qu'on peut appliquer et ne pas appliquer. On l'a vu avec la réforme de la Constitution de 1996 qui instituait la décentralisation de 1996 à 2019.
Alors, Alex, on n'a pas entendu le faire et on a vu les conséquences. Oui, Alex Gustave Azébazé, c'est un sujet vraiment très, très intéressant. On reviendra certainement dans nos prochaines éditions. Je rappelle que vous êtes journaliste senior et défenseur des droits des hommes. Merci d'être passé à Balafon Je Télévision. suis défenseur des droits humains. Oui, défenseur des droits humains. Parce que les femmes que par ailleurs je respecte beaucoup auraient l'impression que je ne les défends pas. Alors, avant de partir, un clin d'œil à l'un de nos partenaires, récompenser l'excellence pour inspirer la réussite. C'est le pari de Sky Motor qui a choisi de distinguer les meilleurs élèves du primaire de l'établissement Duval. L'initiative envers ces élèves d'aujourd'hui, bâtisseurs de demain, a mis à l'honneur le travail, la discipline et le mérite scolaire. Un élément que je vous invite à regarder tout en vous souhaitant une très bonne fin de soirée sur Balafon Télévision. Parce que les élèves d'aujourd'hui sont les leaders, les innovateurs et les bâtisseurs de demain, Sky Motor croit fermement que l'encouragement à l'effort, à la persévérance et au mérite constitue un investissement durable pour l'avenir du pays. Sky Motor sont pour l'excellence et Duval étant une école prestigieuse de notre pays, nous souhaitons nous associer à des initiatives qui font en sorte qu'on puisse aussi aider la jeunesse à s'améliorer et à investir à eux-mêmes parce qu'on sait que la jeunesse est le fer de lance de la nation. Dans le cadre de cette initiative menée à Duval International School, des récompenses ont été remises aux meilleurs élèves du primaire de chaque classe. Nous souhaitons aussi que parmi ces élèves qui se sont démarqués au cours de l'année, récompenser les 5 premiers de chaque classe avec des manuels scolaires, des éléments qui vont faire en sorte qu'ils puissent aborder la prochaine année avec sérénité. À travers cette initiative, l'entreprise entend encourager la culture de l'effort et du mérite auprès des jeunes apprenants. Il faudrait que cette vocation que nous allons faire germer aujourd'hui puisse être transportée. Et pour se transporter, il faut du carburant. Le carburant, ce sont des enseignants. Il faudrait bien que ces enseignants continuent de faire leur travail en la limite de bénévolat, qui soit de former les hommes. Et que nous, à travers nos entreprises, à travers nos ambitions et nos projets, que nous puissions ouvrir des voies à cette jeunesse de pouvoir demain être de véritables acteurs. Donc c'est une vraie tradition d'excellence. Et pour Sky Motor, qui est également l'excellence dans son domaine de l'automobile, vous voyez que la rencontre est facile à faire. Pour les responsables de l'établissement, cette reconnaissance constitue un puissant facteur de motivation pour les élèves distingués comme pour leurs camarades. Want to come to Duval, they will know that they can. We are having a major support. We are having a support that is from Sky Motor, who can even give us a car. We don't even know, and also that Duval is not any school. It's a very important school, and as we are having a sponsorship with Sky Motor, we are going to be the best and we are going to go together. Très fiers de cette distinction, les récipiendaires promettent de redoubler d'efforts pour maintenir leurs résultats. Je dis merci à Sky Motor parce que c'est grâce à eux que je suis ici comme vous me voyez donc. Merci and thank you Sky Motor. Je suis venue ici là pour célébrer ma réussite du CEP. Je suis très contente d'être parmi nous pour être diplômée et merci. Je vais continuer à bien travailler et passer tous mes examens et entrer à l'université et me finir mon école. Je leur dis très merci pour tout ce qu'ils nous ont donné aujourd'hui. Je promets de continuer à passer mes études. En soutenant l'éducation et l'excellence scolaire, Sky Motors affirme sa volonté d'accompagner la formation des générations appelées à bâtir le Cameroun de demain.